Bonjour à tous. Donc je m'appelle Najwa Sergine, je suis responsable de l'entité Customer Success chez OVH Cloud. L'entité Customer Success, c'est une entité où vous retrouverez vos Technical Account Managers et Customer Success Managers qui vous accompagnent dans les usages et l'adoption de nos solutions. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la migration vers Hosted Private Cloud 2020. Donc, juste un petit disclaimer classique pour vous présenter. Effectivement, on va vous présenter des sujets autour de la roadmap et de sujets à venir. Donc, merci de baser vos décisions d'achat que sur ce qui existe aujourd'hui et pas sur ce qui est potentiellement dans des roadmaps à long terme. C'est important. Nos speakers. Donc on a la chance d'avoir de nombreux speakers aujourd'hui. Donc l'équipe de la product private cloud est disponible au complet aujourd'hui. On a eu quelques soucis techniques, mais on est ravis d'accueillir David Rambleski, Hubert Maréchal et François Loiseau qui vont vous présenter du coup tous les éléments autour d'Hosted Private Cloud et des sujets techniques autour de la migration. Je les laisserai se présenter par la suite. Et Lionel Sultan, qui est responsable de notre entité Professional Services chez OVH, qui interviendra en fin de session pour partager avec vous les ressources disponibles pour vous accompagner. Donc, on va parler dans un premier temps de site Private Cloud, bien évidemment, et de ses fonctionnalités, prendre le temps de parler des migrations, des chemins de migration et des process inhérents à chacun des choix de migration. Vous laissez le temps de poser des questions et ensuite, comme je le précisais, Lionel partagera avec vous les ressources disponibles. Bonjour à tous. Écoutez, je m'appelle David Ramblewski. Je suis heureux d'être là parmi vous et donc je vais passer quelques minutes avec vous pour vous présenter ce qu'on entend par Hosted Private Cloud 2020. Donc c'est une offre qu'on a sorti récemment. La partie Hosted Private Cloud chez OVH, c'est tout ce qui est afférent au cloud privé. On est sur une base de VMware. On a sorti, historiquement, on avait deux offres. On avait la gamme DC puis la gamme SDDC, que certains d'entre vous connaissent sans doute. Et dernièrement, donc au mois de juillet, on a sorti la gamme première, qu'on appelle aussi HPC ou HPC 2020. Autour de cette gamme-là, on va retrouver différents éléments. En termes de licence, on va se retrouver sur du vSphere 6.7. On verra qu'on travaille d'ores et déjà à vous proposer du vSphere 7 et puis d'autres technos réseau. On va regarder ça en détail. Donc c'est une full stack VMware, hein, il n'y a pas de surprise. On est sur des environnements dédiés. On inclut dans cette offre PCC 2020 une SLA à 99.9 à minima, du VRAG, du NSX-V. On parlera de NSX-T par la suite, parce que je pense que certains d'entre vous peuvent avoir des attentes à ce niveau-là. On inclut le monitoring également, par le biais de l'outil VROPS, un software VMware également, IPFO, donc le failover IP, toutes les certifications type SOC ISO 27001 sont disponibles, donc inclus. Et puis en option, on va retrouver des certifications type HDS, PCI DSS. J'ai indiqué ici aussi SNC. Il faut savoir qu'on travaille depuis 1 an et demi maintenant avec la NSSI pour être certifié ce qu'on appelle Secnum Cloud. Donc alors c'est pas une certification, c'est une qualification. Elle a pour objectif d'être éligible à certains appels d'offres pour des entreprises type OIV, par exemple. Et donc, si tout se passe bien, on devrait avoir une bonne nouvelle en décembre, puisque les équipes ont travaillé âprement durant l'année qui vient de s'écouler. Et en décembre, on devrait avoir l'annonce de Guillaume Poupard concernant la qualification Secnum Cloud. On a d'autres offres, d'autres éléments qui sont inclus dans l'offre PCC 2020. Donc, on retrouve VScope, un outil de monitoring, l'autoscale, qui sera la capacité de l'environnement à se réguler lui-même en fournissant de la capacité type host de compute automatiquement suivant un paramétrage qui aura été au préalable réalisé par l'utilisateur, mais ça se fera plutôt bien. En termes d'options, on va retrouver les options classiques de backup, de réplication, donc Vim, Zerto, j'ai parlé des business certification. On va retrouver des licences, différents types de licences de l'advanced security.
Tout ça est posé sur des infrastructures OVH Cloud. On va retrouver donc des serveurs OSX standards. On pourra aussi proposer, on propose déjà du vSAN. Et puis, tout est posé directement sur du stockage de type Data Store NFS avec du disque SSD. Donc, les disques SSD, concrètement, c'est des disques de 3 Terabytes. On a pour vocation de proposer d'autres offres de stockage pour proposer quelque chose de plus capacitif. Parce que je pense il peut y avoir des questions là-dessus. On reviendra dessus, je pense, avec Najwa tout à l'heure. Donc, en bas à gauche, vous voyez, j'ai voulu mettre ce slide-là pour une simple raison, c'est que dans les use cases qu'on peut proposer chez OVH, c'est la capacité que vous allez avoir d'avoir un environnement qui est de type PCC 2020, qui sera hébergé chez OVH Cloud et qui pourra être interconnecté par le biais d'une solution qu'on appelle OVH Cloud Connect à des environnements clients, donc type on-prem customers, pour mettre en place du DRP, pour mettre en place des solutions en termes de pic d'activité. Vous avez un business autour d'une activité saisonnière, donc des soldes, de la vente de billetterie, des activités sur le multimédia, des radios, des télécrochets, ce genre de choses. Vous avez besoin, sur une période de temps très courte, d'avoir une charge, une capacité à traiter importante. Vous pouvez déporter cette charge-là par le biais d'OVH Cloud Connect et du coup du hosted private cloud qu'on propose. Les hosts, les data stores, j'en ai déjà parlé. Tout est automatisé, industrialisé. La grosse valeur ajoutée d'OVH, en fait, c'est de manager l'infrastructure. Là où vous pouvez aller acheter du VMware chez un autre fournisseur, chez OVH, vous avez un environnement qui vous est complètement dédié, qui est managé. On déploie l'ensemble de la stack, depuis la stack stockage, réseau, compute. On gère automatiquement tout le cycle de vie des produits, donc des mises à jour software et puis le cycle de gestion de la sécurité. En termes de pack, on a ce qu'on appelle des packs. Un pack, c'est quoi? C'est 2 data stores, donc des unités de stockage, et 2 hosts. Pourquoi? Parce qu'on souhaite mettre en place la haute disponibilité, donc une certaine forme de résilience, et que ça, c'est, j'oserais dire, le minimum à pourvoir sur un environnement pour bénéficier d'un minimum de qualité de service, de résilience. On a 4 packs, donc on a des packs pré-48 jusqu'au prêt pour première 768. vSphere 6.7, on est sur des dernières générations de CPU, donc on parle du 6242 par exemple, le Xeon Gold 6242, pour les packs 192, 384, 768. Je ne vais pas tous le faire dans le détail, hein, vous aurez les slides bien sûr. Et puis on va surtout jouer donc sur la capacité de traitement, la capacité CPU et la RAM pour différencier les packs. Tout est en 4 x 25G avec la capacité de gérer énormément de VLAN, de mettre en place une ségrégation réseau plutôt intéressante. Pour rentrer un petit peu plus dans le détail, je vous ai parlé des packs, mais c'est ce que vous voyez juste sur la gauche de l'écran. Vous avez des packs, donc des data stores sous forme de NFS. Vous avez des hosts qui se connectent à ces data stores-là. Et puis, au-dessus de ça, vous allez avoir la stack software. Alors, elle est vaste, hein. On a mis ici que le vCenter, vSphere NSX, donc NSXV. Au-dessus de tout ça, vous pouvez avoir des fonctions de firewalling virtuel type par le biais de NSX, des Edge NSX et de ce genre de couches. Il y a énormément de choses qu'on peut rajouter. Le VROPS peut se retrouver également dans ces VM-là. Je vous ai parlé tout à l'heure du Vim, du Zerto. Toutes ces solutions-là se retrouvent on top of vCenter, vSphere, donc gérées par vCenter, vSphere. Sur la partie vSAN, c'est l'histoire que je viens de raconter, elle est identique, à la différence près qu'on est sur un cluster de 3 hosts et avec du stockage qui est du stockage haute performance à base de NVMe. Je vais vous montrer la gamme juste après, la gamme vSAN juste après, mais on est vraiment voilà, sur quelque chose qui est scalable évidemment. Vous pouvez rajouter autant de hosts et autant de data stores que vous le souhaitez, que ce soit sur la gamme, sur la gamme de pack et sur la gamme vSAN. C'est flexible dans la mesure où vous pouvez faire ce que bon vous semble avec votre infrastructure. Et puis j'ai déjà parlé effectivement du NVMe, du stockage très performant de notre offre vSAN. Sur le vSAN, on a trois types de clusters. Voilà, merci. Sur le vSAN, on a 3 types de clusters. Ce que je vous indiquais, c'est que bon, on est toujours sur des dernières générations de CPU. On est sur du vSphere 6.7
Et puis, donc là, on va différencier les gammes, notamment par le stockage. Donc, on est sur du 8 Terabits NVMe sur la gamme 192, et puis on va monter jusqu'au 38 sur la gamme 768. Sur les data stores, j'ai mis juste un slide, alors relativement simple, mais ça me permet d'avancer la discussion. Ce qui se passe, c'est qu'actuellement, sur les data stores, dans les packs, on a du 2 Tera. Dans quelques semaines, on va proposer par défaut à tous les clients sur les packs du 3 Tera. Et on n'aura plus de 2 Tera à la vente parce qu'on estime que c'est une capacité qui n'est plus pertinente à l'heure actuelle. On va préférer vous proposer par défaut du 3 Tera. On peut monter actuellement dans les gammes 3, 6, 9, 18, 36 Tera. Tout ça, c'est sur base de disques durs 3 Tera 8 SSD. Ce qu'on est en train de préparer en termes de stockage pour les mois à venir, alors je vous parle de ça, ça devrait sortir sensiblement en mai. C'est une gamme à base de disques de 14 Terabits HDD, 15 Terabits SSD. Donc c'est quelque chose qui est beaucoup plus capacitif, qui va vous permettre d'aller bien au-delà des 36 Tera maximum ici, avec un ratio prix-performance qui est tout à fait intéressant. En termes de certification, maintenant, je vous en ai parlé juste pour vous donner une big picture. On est certifié ISO 27001, 27117, SOC 1.2, certification de sécurité, PCI DSS pour les environnements bancaires, CSA, HDS, SecNum Cloud et CISPE Code Certified. Donc ça, c'est tout un tas de certifications qui nous permettent de justifier tous les ans, parce qu'on passe des audits pour les certifications tous les ans, de justifier d'un environnement qui est vraiment hautement sécuritaire. Et je le rappelle parce que François va m'attraper à la fin de la discussion, c'est que Cloud, c'est bien une qualification. On a mis ça ici dans la compliance et la certification. Pour être tout à fait précis, on est bien sur une qualification. Donc sur cette gamme-là, Hosted Private Cloud, ce qui est important de noter, vous allez voir, on va parler juste des migrations dans le détail. Tout n'est pas possible dans les migrations. Vous allez voir qu'il est pas possible, par exemple, dans un même cluster, de jouer avec des hosts différents. C'est une contrainte technique, on en a bien conscience. C'est une contrainte en termes d'expérience utilisateur, on le sait tout à fait. Ce qui est important pour nous ici, c'est d'expliquer pourquoi on en est arrivé à cette situation-là. C'est parce que d'un point de vue utilisateur final, on peut penser que la gamme première, c'est uniquement des hosts qu'on a rajoutés et puis un peu de stockage pour vulgariser les choses. En fait, ça va bien au-delà de ça. Pour Premiere, on a vraiment mis en place et accumulé tout un tas d'innovations techniques, d'innovations de design et évidemment d'innovation en termes de capacité de performance. Sur la partie réseau, on a des nouveaux switches, des Arista, des TOR qu'on appelle les top of rack. Donc dans nos nouvelles baies, on a des switches qui sont beaucoup plus capacitifs. On est sur une bande passante qui est améliorée. On était à 10 gigas sur l'ancienne gamme, on est passé à 25 gigas, voire 50 pour du data store. On a refait complètement le core network. Alors, l'impact pour vous, il est assez simple. Le core network maintenant d'OVH est complètement scalable. Les trafics SOS sont optimisés. Et donc, quand vous allez consommer un produit PCC, un produit paramétral, un produit PCI ou que sais-je, vous allez avoir une capacité at scale et une bande passante qui est tout à fait confortable. Donc cette refonte complète du réseau. Je ne vais pas encore parler de la plateforme Martre de routage, mais je pense que François va en parler par la suite. Voilà, toute cette nouvelle mouture réseau, elle a un impact sur les différents scénarios de migration que l'on verra tout à l'heure. En termes de stockage, on a tout refait. On a un nouveau design de stockage, on utilise un nouveau système d'exploitation, on est sur des nouveaux disques de stockage. On a revu un peu notre façon de faire du snapshot. On a revu notre configuration achat. Enfin, voilà, on est vraiment sur un design stockage qui est tout nouveau, qu'on va encore améliorer. On parlera sans doute un peu tout à l'heure de NetApp. Je vous ai parlé de disques capacitifs 14 TB, 15 TB. On a aussi pour objectif clair de travailler beaucoup plus avec NetApp que ce que l'on a fait par le passé. Et travailler avec NetApp, ça veut dire quoi? Ça veut dire proposer des solutions à base de NetApp en type de stockage NFS distant et puis à la fois dans un data store. Donc j'aimerais bien que on puisse offrir du data store sur base d'ONTAP dans les prochains mois.
Sur les hosts, je vous en ai déjà parlé, j'ai expliqué tout ça longuement. Un petit détail qui a tout à fait son importance dans le cadre des migrations, c'est le LACP. Le LACP, c'est quoi? C'est la capacité d'agréger des liens et de faire des liens réseau et de faire de l'actif actif. Le trafic passe indépendamment sur une carte ou l'autre carte. Ça permet d'améliorer la résilience, ça permet d'améliorer la bande passante. C'est un certain champ de contraintes qui est apporté avec ce type de configuration lorsque l'on les mixe avec des environnements type SDDC actuels qui sont en actif passif. D'accord? Donc LACP actif actif et puis on est en actif passif de l'autre côté sur SDDC sur cette gamme. VMware du classique hein, NSX, donc on est sur du NSX, du VROPS, du vSAN, vSphere ce sera du 6.7, on travaille sur la version 7 actuellement. C'est un slide pour vous expliquer qu'on travaille fortement avec VMware. Alors travailler avec VMware, ça veut dire quoi? C'est pas uniquement un partenariat classique. Beaucoup de personnes dans le monde ce sont des leaders, hein, donc beaucoup de personnes, beaucoup d'activités se basent sur des solutions VMware. Notre objectif pour nous, c'est pas d'aller chercher des awards VMware tous les ans ou quoi que ce soit. Quand je vous parle d'un partenariat, c'est un partenariat qui est assez profond. Je vous ai évoqué au début de la présentation le travail qu'on faisait sur NSXT. NSXT, c'est la nouvelle couche réseau, la nouvelle façon de voir le réseau par VMware. Le fait que OVH propose un environnement complètement intégré, un environnement managé sur base de VMware, nous demande forcément d'aller vraiment dans le détail de toutes les configurations, dans le détail des logiciels, pour être capable d'automatiser, d'industrialiser tout ça. Et lorsque VMware sort une solution type NSXT, eh bien, cette solution NSXT, elle est compatible pour un usage standard d'une société qui va configurer son infrastructure. Lorsqu'on est un cloud provider et qu'on doit configurer à la place des clients pour manager à la place des clients, ça marche pas. Ça marche pas. Donc on a une discussion avec VMware, on challenge la copie et VMware patch son outil. Donc là actuellement on travaille avec eux, sous NDA évidemment, mais on travaille avec eux pour valider les patchs qu'ils ont fait pour être capable de manager complètement l'environnement. Donc on est vraiment dans une relation de partenariat très forte avec eux et ça fait 10 ans que ça dure. Pourquoi on a besoin de faire tout ça? Tout simplement parce qu'on est sur un environnement qui est déployé partout dans le monde, un environnement qui a des dizaines de milliers, donc je disais, hein, je ne vais pas le relire, mais un environnement qui gère des dizaines de milliers d'assets, de technical items, déployés partout dans le monde. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a 2 data centers en France, on a un data center en Allemagne, un data center en Pologne, au UK, à VHS. On est aussi implanté sur la côte est et la côte ouest des États-Unis. Donc voilà, être capable de déployer partout le même environnement dans le monde, dans différents DC, et de manager tout ça avec le champ de contraintes de certification, ça demande énormément d'industrialisation, d'automatisation. Et donc, il est vital pour nous d'être très proche de la couche software et donc de créer ce partnership avec VMware. Ici, vous pouvez voir qu'on avait 2000 robots. Des robots, ce sont des processus qui s'exécutent. Il faut savoir que quand on installe n'importe quelle ressource, technical item, un host, on a plusieurs dizaines de robots qui s'exécutent partout dans le monde pour être capable de livrer tout ça. Et je vais laisser la place à Hubert Maréchal, qui est notre product manager et qui va avoir pour objectif d'expliquer les différents scénarios de chemin de migration. Merci David. Donc bonjour à tous. Donc Hubert Maréchal, effectivement, je suis le product manager sur l'univers aussi Private Cloud. Donc mon rôle, au-delà de cette intervention sur les chemins de migration, ça va être de garantir la cohérence du portfolio de produits aussi Private Cloud au sein d'OVH, notamment au sein de aussi Private Cloud, mais aussi vis-à-vis de tous les autres produits qu'OVH peut vous proposer, donc que ce soit du dedicated ER Metal ou du public cloud ou même les futures solutions de stockage et d'AI. Donc, si on pense au chemin de migration, qu'est-ce qu'il est et qui va être possible de faire? Nous, comme l'a dit David, il y a des migrations qu'on ne va pas pouvoir vous offrir. Ce qui est actuellement possible, c'est une migration d'un PCC vers un autre PCC.
donc d'une infra SDDC ou DC d'ailleurs, vers une infrastructure aussi Private Cloud première. L'autre chemin de migration qu'on va vous proposer à partir de mars, ça va être la migration au sein d'un PCC, d'un Virtual Data Center SDDC vers un Virtual Data Center premier. Donc, comme l'a dit David, je préfère vous dire tout de suite en transparence, la migration au sein d'un même VDC, malheureusement, vu le nombre de changements qui ont été effectués, le gap entre nos offres SDDC et nos offres premiers, ces migrations au sein d'un même VDC ne seront pas possibles, principalement pour des raisons d'architecture réseau, vu la profondeur des changements qui ont été effectués. On peut passer à la slide suivante, Erika. Donc, concrètement, comment la migration qu'on va faciliter, donc à partir de mars, la migration au sein d'un même Virtual Data Center, comment cela va se passer? Donc, ici, vous voyez, comme l'a dit David, le pack de base. Alors, ça marche aussi avec des architectures plus complexes, mais pour des raisons de présentation, donc j'ai pris qu'un pack. Donc, on commande un Virtual Data Center, on le popule avec les hosts et les data stores. Ensuite, on fait un vMotion des VM du Virtual Data Center SDDC vers le Virtual Data Center premier. Puis, Erika, si tu peux passer, on relâche tout simplement les hosts et les data stores. Et ensuite, l'interface vCenter de management va automatiquement réaffecter le nouveau Virtual Data Center en premier. Donc, ça marche aussi en partageant les data stores. Donc, vous pouvez créer votre Virtual Data Center 1 SDDC, créer un nouveau Virtual Data Center 2 premier. Vous pouvez partager votre storage, faire vos vMotion de VM, ensuite relâcher les anciens hosts et supprimer votre Virtual Data Center SDDC, et ensuite réaffecter tout votre storage au Virtual Data Center premier qui sera votre nouveau VDC. Rien ne nous empêche après de commander des nouvelles data stores que vous a présenté David, ou même avant d'ailleurs. Alors c'est une slide un peu complexe, c'est juste la checklist des opérations de migration. Donc vous voyez dans les deux colonnes donc la migration d'un PCC vers un PCC et la migration d'un VDC vers un VDC. Donc au niveau des technologies de migration, donc vous pouvez utiliser Vim ou Zerto dans une migration d'un PCC à un PCC, sachant que ça va induire énormément d'actions, donc de recréer les user rights, les vSphere tags, reconfigurer tout votre stack NSX, alors que la migration qu'on va permettre à partir de mars, déjà, on peut faire des migrations avec vMotion, ce qui est plus simple. Ensuite, on a les tags sont migrés automatiquement. Il reste des actions manuelles à faire, mais il y a énormément de travail de configuration qui sont déjà qui se font comme ça se fait au niveau du vCenter. Et ben, dans votre migration d'un VDC à un VDC, vous n'aurez pas d'action à refaire, juste peut-être des vérifications à faire. Ensuite, sujet, j'imagine une donnée qui vous importe et sur lequel ben, on a voulu vous présenter des chiffres en transparence. Néanmoins, bien sûr, ça dépend énormément de la complexité de vos infrastructures et des technologies que vous allez choisir d'utiliser. Pour le downtime, d'un PCC à un PCC, suivant les technologies de réplication, ça peut varier de 15 minutes à plusieurs heures. Et au niveau du VDC, pour les clients qui viennent d'une gamme SDDC et qui migrent vers la gamme aussi de Private Cloud premier, en fonction du vMotion, donc c'est entre 0 et 3 minutes de downtime. Pour les clients AMD vers donc AMD, c'est les gammes DC. Pour les clients DC vers première, là, on est plutôt sur de l'ordre de 5 minutes. Donc, je souhaitais vous présenter en transparence pourquoi on facilite cette migration qu'à partir de mars. C'est-à-dire que, comme l'a dit David, il y a énormément de
de changement. Il y a un vrai fossé entre SDDC et premier. Maintenant, premier, c'est le state of the art. C'est tout ce qu'on peut, enfin, les premiers retours, en tout cas en termes de performance, sont excellents. Et du coup, nous, ça nous a induit énormément de travail pour permettre combler le fossé entre SDDC et premier. Donc, notamment faire la migration 1000V dont vous avez sûrement entendu parler, changer le change VXLAN, l'upgrade des VROps, changer les plateformes de routing, Marthe, je sais pas, ça vous parle peut-être pas, mais c'est vraiment des changements assez conséquents. Et du coup, tous ces changements nécessitent du temps pour les faire en toute maîtrise, sans impact. Et donc, la migration ne sera possible au sein d'un même VDC qu'à partir de mars. Sachant que, entre-temps, donc la migration au sein d'un PCC, enfin pardon, la migration au niveau du PCC, donc d'un PCC SDDC à un PCC première, est possible, mais elle est, comme je l'ai présenté, plus complexe, nécessitant plus d'opérations et d'un time plus important. Alors effectivement, il y a eu des questions un peu au début, donc je les ai laissées pour la fin. Quelles licences MS sont disponibles en mode SPLA? En mode Oui. SPLA, du coup, on a aujourd'hui deux types de licences. On a le Windows Server et le Windows SQL. Sur le Windows Server, du coup, on a la licence Web Standard et Data Center. Sur le Windows SQL, on a donc Standard. Schéma de migration via vMotion, valable pour les PCC base AMD? Oui, en effet, ce ne sera pas un vMotion à chaud, mais un vMotion à froid. Dans la slide que Hubert a présentée, à un moment donné, on avait les data stores qui étaient présents sur 2 data centers virtuels. L'idée, c'est qu'on va permettre de monter certains types de data stores entre différents data centers, comme c'est présent aujourd'hui. On va faciliter l'ajout en fait de ce type de data store cross VDC. On pourra, à partir de ce moment-là, du coup, storage motion, donc bouger à chaud là pour le coup la data vers le nouveau data store. Et une fois que l'opération, la fenêtre de maintenance en gros pour la migration aura lieu, faudra forcément éteindre la machine virtuelle parce que les architectures CPU Intel AMD, ça marche pas. Faudra donc éteindre la VM et la bouger de l'autre côté, la rallumer. Donc c'est un vMotion à froid. Donc un storage motion pour bouger la data à chaud et à froid du coup pour déplacer la machine dans le bon VDC. Quel niveau de confiance sur le planning de disponibilité du scénario de migration 2? Donc le planning de migration 2, c'est entre 2 VDC. Donc le niveau de confiance, il est très bon aujourd'hui. Hein. On a déjà quelques prototypes qui sont en place aujourd'hui. Surtout là, ce qui est nécessaire, c'est la fameuse plateforme de migration Martre dont parlait David. Le sujet, c'est qu'on a besoin de bouger la plateforme de routage des PCC d'aujourd'hui, des private cloud d'aujourd'hui, sur cette plateforme de routage pour pouvoir avoir l'occasion de router correctement je veux dire correctement, d'un point de vue scalable, toute la data que l'offre premier peut donner. Donc David parlait d'un nouveau réseau, beaucoup plus de bandes passantes et pour pouvoir se permettre de pouvoir scaler sur le routage, il faut absolument bouger l'infrastructure là-bas pour éviter tout bottleneck ou tout problème de routage par la suite. Donc on doit absolument bosser sur Martre. Les développements sont planifiés, du coup, ça c'est. Pour revenir un peu sur le niveau de confiance, on parlait de Martre. Ce sont des opérations qu'on sait déjà faire, qu'on a déjà fait manuellement, dans le cadre des tests notamment. Là, la difficulté pour nous, elle est de réussir à industrialiser ça globalement. Donc là, ça nécessite un peu de développement. On a un peu de data center aussi. Hein. La plateforme de routage est mutualisée pour tous les 500 clients. Donc par groupe de 500 clients, on va poser du coup une nouvelle plateforme Martre, sachant que cette plateforme Martre en tant que telle peut elle aussi scaler en fonction du coup de la capacité de routage qu'elle a besoin de router. Aujourd'hui, elle est connectée à la backbone, de la machine virtuelle à la backbone, on est capable de router 400G par couple, et qui peut scaler bien sûr en plus au milieu, donc on rajoute des câbles au besoin, donc c'est revu toutes les semaines en capacity planning, et on peut même rajouter des équipements dans le couple pour augmenter le scale. Enfin, on a vraiment imaginé cette plateforme pour répondre à des besoins, des gros besoins de route de réseau. Pourriez-vous apporter quelques précisions sur la partie end of flash, s'il vous plaît? Alors, end of flash, c'est quoi? On a donc
Adobe Flash Player arrêtera d'être maintenu, étant end of life au 31/12. L'impact pour nous, il est le suivant. Actuellement, si on ne fait rien, au 31/12, les navigateurs, toute ou partie des navigateurs, hein, je sais que Firefox va faire ça courant janvier, pas forcément au 31/12 spécifiquement, mais les navigateurs vont se mettre à jour. Ils vont potentiellement supprimer le plugin Flash ou alors vous envoyer un petit message en expliquant que le plugin Flash n'est plus supporté, voulez-vous le conserver, etc. Vous savez, les messages classiques qu'on a sur les navigateurs. Maintenant que j'ai dit ça, qu'est-ce qui se passe? On a un client on a un client léger à base de HTML5 en VSphere 6.7 et on a un client léger à base de Flash et un autre à base de HTML5 en version 6.5. Tous les clients qui sont en 6.5 avec le client léger Flash vont devoir mettre à jour leur navigateur et une partie des fonctionnalités qui existent en VSphere 6.7 HTML5, c'est un peu compliqué dans les versions, mais toutes ces versions, disons le VSphere 6.7 HTML5, VMware a annoncé qu'il ne backporterait pas toutes les fonctionnalités dans le VSphere 6.5 HTML5. Ça veut dire quoi? Vous êtes en 6.5, vous avez votre client léger Flash, vous ne pouvez plus l'utiliser parce que votre navigateur se met à jour. Qu'est-ce que vous faites? Vous utilisez le client VSphere 6.5 HTML classique. Et maintenant, ce client-là, pour certains cas particuliers, et pour des configurations type NSX et ce genre de choses, vous ne pourrez pas y accéder. Vous ne pourrez pas y accéder parce que VMware a décidé de ne pas backporter de la 6.7 vers la 6.5. Donc, pour éviter ce phénomène-là, ce qu'on a lancé, et on a appris ça très tardivement, pour être tout à fait honnête avec vous. Donc pour faire en sorte que ça ne se produise pas et pour vous offrir une meilleure expérience, on migre tout vers VSphere 6.7. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est donc le projet de migration 1000V, vous le connaissez sans doute. On fait des migrations 1000V, on fait les migrations NSX, on fait les migrations multiples, mineures, majeures de VSphere 6.5 vers VSphere 6.7. Pour vous donner un ordre de grandeur, pour ne vous citer que ces migrations-là, pour vous donner un ordre de grandeur, ça représente d'ici le 20 décembre. Donc en gros, on a 7 semaines pour faire 7000 migrations, 7000 upgrades. Et des upgrades qui ne sont pas des upgrades simples, parce qu'on intervient sur des environnements clients, on intervient sur des environnements clients type vSAN, qui ont des spécificités. On a énormément de couches software à gérer. Quid de la compatibilité entre telle version de NSX, telle version de vSphere, telle version de Zerto, de VROPS, de Vim. Comment on gère tout ça? Voilà. On sait le faire, c'est cadré, c'est calé, mais on a un enjeu qui est colossal pour la fin de l'année. Et c'est pour ça que, vous voyez, on a dû décaler légèrement les projets VROPS Upgrade, VXLAN, Mark Migration, pour deux raisons. Il y a ce sujet-là, et puis il y a le sujet de refonte complète du réseau dont j'ai déjà parlé. Voilà ce qu'est le projet Flash. Donc énormément de migration, énormément d'enjeux. La bonne nouvelle, quand même, c'est que ça veut dire qu'à fin décembre, tous les environnements qui étaient en 6.5 passeront en 6.7. Ça veut dire que tous les clients chez OVH bénéficieront d'une plateforme up-to-date, à la fois sur la stack réseau et sur la stack software réseau et la stack software d'automatisation, d'orchestrateur. Et ça, c'est quand même une très bonne nouvelle parce qu'on est vraiment en train de repartir sur une tendance de gestion de cycle de vie des plateformes qui est up-to-date pour offrir la meilleure expérience. Donc, il faut toujours voir le verre à moitié plein, ce que j'explique aux équipes. C'est difficile maintenant, mais très honnêtement, en janvier, on va avoir quelque chose de vraiment très sympa et up-to-date à proposer. Concernant le HTML5, actuellement, la partie VPN NSX n'est pas visible dessus. On doit toujours passer par l'ancienne version Flash. C'est exactement le cas que je viens de décrire. Il faut passer en version 6.7 HTML5 pour bénéficier de ça. On est pile poil dans ce cas d'usage. Je voudrais préciser, vu qu'il y a une question par rapport aux machines AMD, le vSphere sera en 6.7, mais les ESXi AMD vont rester en 6.5. Donc on a fait en sorte que l'automatisation que l'automatisation puisse ajouter des machines ESXi AMD 6.5 dans les 6.7 jusqu'à ce que tant que le 6.5 est supporté.
La compatibilité aujourd'hui 6.7 sur AMD, elle n'est pas là. Quid des migrations des IP publics implicites avec la migration des Edge NSX? Alors, si on parle du cas de migration 2, on est au sein du même VDC, du même PCC, pardon. Poum, poum. Si on parle du cas de migration 2, on est au sein du même PCC, donc entre deux VDC. Et les IP publics sont donc partagés entre tous les VDC du même PCC. Donc les IP publics sont routés vers le PCC. Donc il n'y aura pas de migration d'IP public en tant que tel. Il y aura une migration à un moment donné des edge achats d'un VDC à l'autre VDC, en effet. Et donc oui, elle sera implicite parce que l'edge sera connecté dans le même layer 2, dans le même port groupe qui s'appelle VM Network. Et donc du coup, les IP publics vont. Enfin, il n'y a rien à faire en fait. En gros, globalement, la VM va garder sa MAC, donc tout va fonctionner correctement. Si on parle d'une migration de type 1 d'un PCC à l'autre PCC, on a implémenté dans le manager un moyen de bouger les blocs d'un PCC à l'autre. Donc sur un bloc d'IP, on fait move simplement et on choisit le PCC destination et les IP seront donc routés vers l'autre PCC. Quel modèle de data store compatible pour le share entre VDC? Alors, pour les plus anciens d'entre nous, donc la technologie de stockage qui existe dans Private Cloud, elle est propre à OVH, elle est propre à Private Cloud aussi. Elle s'appelle Leclerc, voilà, c'est un nom interne. J'en ai déjà discuté dans plusieurs présentations Summit ou VMworld. Cette technologie, en fait, elle a évolué aujourd'hui jusqu'à la troisième génération de Leclerc. Donc tout ce qui est génération de Leclerc 1 et 2 ne sera pas supporté. On ne pourra connecter que la génération 3 des Leclerc entre les VDC. Et bien sûr, les stockages des Leclerc qui sont issus des gammes premiers et essentials. Donc pour que vous puissiez faire la différence, globalement, c'est toutes les livraisons de Leclerc qu'on a depuis 2017 seront compatibles. Les Leclerc qu'on a livrés avant ne seront pas compatibles. On peut faire la différence globalement sur il y a certains disques 1 Tera 2 qui seront compatibles, d'autres non, mais tous les disques 300G, 600G, les 100G, ça ne sera pas compatible. Quelles seront les nouveautés niveau stockage dans les offres Hosted Private Cloud de 2020? Alors, on en a discuté un petit peu sur l'AML avec Octave. Ce qui va se passer dans les prochains mois. Donc là, actuellement, on vous fournit des disques durs de 3 Tera8 avec les datastores que vous a montré tout à l'heure. Et dans les prochains mois, qu'est-ce qui va se passer à partir de, on est déjà en train de travailler dessus, mais à partir de mars, va arriver en production, donc entre mars et mai, vont arriver en production des file serveurs NFS sur base de ONTAP. D'accord. Donc on aura la possibilité de commander du NAS NFS qui a le système ONTAP. Ensuite, on aura la possibilité de faire, donc ça, c'est ce qu'on appelle nous le manage NetApp. Et puis par la suite, certainement à la fin de l'année, donc à partir de août-septembre, je pense l'année qui va suivre, on espère accélérer ça, mais à partir de août-septembre, on va s'y atteler sérieusement. On va avoir la possibilité d'acheter du datastore et d'avoir du datastore sous forme de NetApp. Actuellement, on a un datastore quand on est livré avec un pack ou tout autre datastore qui est qui était sur de l'OmniOS, qui est passé sur FreeBSD avec Première pour des raisons de performance et de résilience. Et on va passer sous ONTAP parce que on estime qu'ONTAP c'est quand même une super techno qui nous permet de faire des choses en termes de résilience plutôt sympathiques et de reprise sur erreur, etc. Et de performance évidemment. Donc on a une stratégie de partir sur du NetApp, ONTAP. On va le faire en 2 étapes. D'abord du NAS achat et ensuite du datastore. Et pour les Leclerc V4, donc les Leclerc V4 qu'on va utiliser là, on va augmenter les capacités. Les capacités, elles vont passer de disques durs de 3 Tera8 à des disques durs de 14 et de 15 Tera8. Donc 14 CBHDD et puis du 15 SSD. Avec un ratio prix-performance qui va être excellent parce qu'on se rend compte que finalement sur nos offres premières, les gens commandent beaucoup de stockage et on vend énormément de stockage. Il y a une grosse demande là-dessus. Donc je pense, pour être honnête, qu'on n'est pas complètement aligné avec le marché et avec vos demandes. Et donc on est en train de réajuster ça actuellement. Donc ça, pour le coup, c'est un travail qui est en cours.
actuellement, et ça devrait sortir en mars, là, dans 3-4 mois à peu près. Quel type de disque et nombre de disques dans les hosts vSAN? Je vais prendre aussi là cette question. Du coup, dans les hosts vSAN, on a 3 hosts vSAN, comme l'a montré David tout à l'heure dans la présentation. Donc le nom des hosts, hein, c'est par rapport à la quantité de RAM qui sont à l'intérieur. Donc on a le vSAN 192, 384 et 768. Donc dans le host, le plus petit host, le vSAN 192, on a 4 disques capacitaires NVMe et 2 disques de cache. Donc on peut créer jusqu'à par host 2 disques groupes de 2 disques capacitaires. Composé de disques capacitaires. Sur les vSAN 384, on a aussi 2 disques cache, NVMe aussi, full NVMe, et 10 disques capacitaires. Donc on peut aller créer jusqu'à 2 disques groupes de 5 disques capacitaires. Et sur les 768, on a 4 disques de cache, encore une fois full NVMe, les 3 hosts sont full NVMe, 4 disques de cache et 20 disques capacitaires. Donc on peut aller créer jusqu'à 4 disques groupes de 5 disques capacitaires. Donc les disques capacitaires, c'est des disques de 2 Tera, 1,92. Voilà, donc ça fait la quantité était la capacité utile, le RAW par host était dans la présentation du coup. Pouvez-vous préciser les 3 waves de migration VDC vers VDC, celle avec pas d'option, Vim et Zerto? En fonction des options qui sont activées sur votre infrastructure, donc s'il n'y a ni Vim ni Zerto, on considère que votre migration est en vague 1, c'est-à-dire que c'est la première vague où la migration va être possible au sein d'un même PCC, donc d'un VDC à l'autre. Si vous avez Vim ou Zerto, il y a d'autres prérequis techniques à ces migrations qui vont nous prendre plus de temps avant de pouvoir autoriser cette migration au sein d'un même VDC. C'est notamment toute la partie, donc la flèche jaune Zerto multi-VDC. C'est un développement qu'on doit faire nous en interne, une upgrade qu'on va faire sur notre intégration de Zerto, de manière à autoriser la migration de Zerto d'un VDC à un VDC. Et donc ça, malheureusement, ce ne sera disponible que donc à partir de juillet. L'idée, en fait, c'est qu'on est en train de travailler sur une automatisation pour aider les migrations au maximum. On connaît les efforts à faire et la pénibilité que peut représenter une migration du coup, ou le transfert de workload ou le transfert de configuration d'un VDC ou d'un PCC à un autre. L'idée, c'est qu'on travaille justement sur de la documentation, de l'automatisation, sur des process qui vont permettre de faciliter la migration. C'est pour ça que ça vient après, parce qu'on est en train de travailler dessus. Du coup, quelles sont les dates d'arrêt du service des anciennes offres par rapport à la possibilité de migrer vers 2020? Actuellement, il n'y a rien d'annoncé, ni de planifié, que ce soit pour les offres ZDC ou les offres DC 2016. Tant que les migrations ne sont pas possibles sur l'ensemble de nos gammes au sein d'un VDC, on va bien sûr maintenir nos anciennes offres. Donc on va d'abord proposer, on propose première, on est en train d'étoffer la gamme première, on a parlé un petit peu des Essentials via Uber, donc on va étoffer la gamme Essentials, et puis une fois qu'on a ça, et une fois qu'on a les scénarios de migration et les vagues de migration qui sont en cours, ou en tout cas débutées ou avancées, alors seulement là on peut annoncer, et on annoncera une date de fin de vie du produit. Mais il y aura plusieurs mois dans tous les cas entre le moment où on va le communiquer et le moment où ce sera effectif. Allez-vous adapter les prix des anciennes générations pour être cohérent avec les nouvelles offres? Non, je pense qu'il n'y a pas de discussion de changement de prix sur les anciennes offres. Les prix vont rester identiques. OVH s'engage-t-il sur des performances lecture-écriture? Alors aujourd'hui, on n'a pas d'engagement sur ça. On a des ABAC, hein, donc on sait à quoi s'attendre. On est au clair. Enfin, on a vraiment. Alors la question des performances est toujours un sujet épineux parce que il y a toujours un concours à montrer qui a la plus grosse performance.
mais ça dépend énormément des workloads, de la façon dont le traitement des data a été codé, etc., etc. Donc l'engagement performance, on n'a pas encore trouvé de moyens faciles pour s'engager sur ça. Facile et compréhensible, hein, pour pas monter une usine à gaz. Enfin, l'un des objectifs et l'ADN en gros du produit Private Cloud, c'est de rendre une facture et une compréhension de produit facile à prendre en main pour des personnes qui connaissent ou pas l'univers VMware. Donc l'idée est vraiment voilà, d'avoir quelque chose de très simple. On n'a pas encore trouvé. Par contre, on a toutes les ABAC qui nous permettent de dire la différence de stockage entre les premières générations de stockage, deuxième, troisième. Dans la troisième génération, on a là, on a une partie de l'infrastructure qui tourne sur un nouvel OS, FreeBSD, comme David l'a montré tout à l'heure dans les slides. On sait qu'on peut atteindre tel niveau de performance, etc. On sait qu'on y arrive par rapport à nos ABAC, encore une fois. Les ABAC, c'est taille de bloc, use case, le pourcentage d'écriture, read-write, etc., etc., etc. Bref, tout ça, on peut les partager, on peut via les TAM accompagner des questions en cas de besoin. Oui, on a déjà partagé ces ABAC-là à plusieurs reprises. On a tout, de toute façon, avant de sortir la solution, on a tout benché. Donc, on a vraiment ça, on le partage avec plaisir. Il est quasiment pas possible de fournir des engagements de service sur des performances IO, pour la bonne et simple raison qu'on peut vous fournir des engagements théoriques. Les constructeurs, de toute façon, fournissent des engagements théoriques dans un cadre bien défini. Mais en fonction de la nature de votre application, vous allez avoir des performances qui vont être tout à fait différentes. Si vous faites du mail, vous allez avoir de la random IO, beaucoup de read-write sur des petits fichiers avec une fragmentation qui va être super importante. Si vous allez chercher cette fois des gros fichiers, typiquement, vous êtes sur des tuiles géographiques dans le cadre d'un projet type IGN, ce genre de choses. Vous avez des grosses tuiles, c'est quoi? Eh ben, c'est des gros blocs, c'est des gros fichiers. Il y a peu de fragmentation parce qu'on a des mécanismes de cache qui jouent, et les cas d'usage et les stockages nécessaires pour gérer ce type d'application sont complètement différents. Les performances seront différentes. Donc c'est quasiment impossible de s'engager. Il faudrait s'engager sur une application spécifique dans un contexte spécifique d'activité, ce qui est évidemment pas envisageable sur une activité cloud provider. Avez-vous une vue du passage à vSphere 7 et de l'arrivée d'NSX-T? Alors, dans ma vision, vSphere 7 arrivera avec NSX-T. Aujourd'hui, j'ai pas envie de décorréler les deux sujets. Pourquoi? Parce que vSphere 7 offre beaucoup de possibilités en termes de nouvelle génération en gros de gestion des infrastructures, avec l'arrivée de Tanzu, avec l'arrivée de tout un écosystème qui fait que sur vSphere 7 c'est natif en fait. Et tout ce qui est justement gestion de Kubernetes, Tanzu, etc. Et VMware l'a intégré complètement avec NSXT. Donc le gros avantage de vSphere 7, c'est justement pouvoir faire fonctionner ces infrastructures nativement. Donc on est en train de bosser aujourd'hui, donc les équipes, on travaille en étroite collaboration, comme disait David, avec VMware. On a les principaux sujets qu'on a aujourd'hui, c'est la gestion de la sécurité au sein d'NSXT. Donc non pas que le produit est pas mature, au contraire, mais la sécurité pour nous permettre, nous en tant que service provider et vous en tant que client, pour nous permettre de pas se marcher dessus, d'être certain d'avoir un domaine de responsabilité bien défini, qui fait qu'on est capable de vous fournir un service le plus flexible possible et sur lequel vous pourrez vous adapter le plus facilement possible sans être trop intrusif dans votre quotidien. C'est-à-dire que vous êtes admin VMware et vous savez exactement comment fonctionne la plateforme et on va vous donner un maximum de fonctionnalités d'NSXT. Aujourd'hui, on travaille avec VMware sur ça, sur la gestion des droits du coup dans le NSX pour que nous on se limite à la configuration des cartes réseau par exemple pour s'assurer que les bons VLAN arrivent ou pour s'assurer que tout le contexte de sécurité est présent et éviter aussi de se marcher dessus. Donc vous donnez accès à un VLAN nous pour faire passer des flux d'administration par exemple, etc., etc. Donc voilà, on a un gros travail sur NSX qu'on est en train de faire aujourd'hui sur NSXT d'un point de vue design avec VMware. Aujourd'hui, on n'a pas encore d'engagement sur la sortie de tout ça, mais il faut s'attendre à voir les deux qui arriveront en même temps. C'est vraiment la vision que j'ai aujourd'hui. Est-ce que les offres prochaines devront également être faites par les méthodes VDC-VDC? Alors, c'est une très bonne question et merci de l'avoir posée.
On vient de parler de NSXT. C'est pas un secret que la migration NSXV, donc l'utilisation de la stack réseau aujourd'hui vers NSXT, est plus que pénible. Pour reprendre une expression d'Octave, elle est pain in the ass. Donc on travaille justement pour faire en sorte que ça soit le plus facile et le plus compréhensible possible. Dans les idées qu'on a aujourd'hui, l'idée c'est d'utiliser et de garder en tête tous les travaux qu'on a aujourd'hui qu'on fait de VDC à VDC. Ce sera peut-être la méthode la plus simple pour bouger d'NSXV à NSXT. Pour éviter de perturber les infrastructures, pour éviter de perturber les configurations réseau qui sont déjà en place dans les infras. Ça fait partie des possibilités. Donc c'est pas, potentiellement dans l'idée, on a, encore une fois, ça reste l'idée, on est encore dans les phases on est vraiment au début du design de tout ce de toute notre journée là avec NSXT. Donc faut vraiment prendre ça avec des pincettes. On serait ravi d'ailleurs de travailler avec vous sur ces différentes possibilités, sur cette vision. Mais aujourd'hui, la migration VDC vers VDC, c'est quelque chose qu'on pense garder pour certains cas d'utilisation. Pour la prochaine gamme, aujourd'hui, comme disait David, la gestion du réseau, elle est faite pour être scalable et ultra compatible avec tout le reste du monde. À court ou moyen terme, il n'est absolument pas prévu de la changer, c'est un sacré réseau, donc on peut imaginer des migrations à l'intérieur du VDC. Aujourd'hui, c'est vraiment c'est ce qui nous motive et c'est toutes les discussions qu'on a aujourd'hui avec les solutions architectes, avec les TAM, avec les customer advocates, avec tout l'écosystème à l'intérieur de VH. C'est vraiment ce qu'on a envie. Aujourd'hui, on ne peut pas techniquement. On va tout faire pour que ce soit possible dans l'avenir. Mais il faut s'attendre à encore avoir de certaines migrations de VDC à VDC, je pense, notamment à cause des limitations techniques qu'on a entre T et V. Merci François. J'ai plus de questions pour le moment, donc on peut passer à la suite avec Lionel et on reprendra des questions en fin de session. Bonjour à tous. Donc je suis ravi de pouvoir passer un instant avec vous et passer en revue en fait les différentes options possibles de migration assistée en fait que nous avons prévues pour faciliter la tâche de nos clients et rendre cette migration la plus claire et la plus fluide possible. On a aujourd'hui prévu trois grandes options possibles. La première, la plus simple qu'on a l'habitude de mettre en œuvre, qui est on va dire la mise en place de guides, de tutos. Cette option va certainement être utile pour tout client, on va dire, ayant les capacités de gérer en interne ce type de migration, capable de gérer l'ensemble des étapes de migration, des phases de préparation à la migration elle-même. Nos experts, sachez, dans cette première partie, ont fait un gros travail en interne pour mettre à jour ce guide, permettant aux clients qui le souhaitent de pouvoir réaliser ce type de migration par eux-mêmes. Le guide qu'on a mis en place, qui sera à votre disposition, qui est déjà d'ailleurs à votre disposition, est accompagné de vidéos, de conseils le plus concis possible, pour vous accompagner tout au long de cette migration. Vous y retrouverez en fait des checklists, des outils, quelques conseils assez simples à utiliser pour, une fois de plus, pour les clients qui souhaitent le faire par eux-mêmes. Le deuxième pan de cette, on va dire, journée ou des options possibles, on va dire, de migration, c'est via nos partenaires, tout simplement. On n'a jamais caché qu'on a un écosystème de partenaires assez large, qualifiés, et ayant une longue expérience sur les environnements VMware et habitués, on va dire, à ce type de migration. Donc voilà, passer par des partenaires pour nous est vivement conseillé pour tout client ayant soit peu d'expertise, on va dire, en interne, soit souhaitant gérer les risques inhérents à tout type de migration d'environnement de production. Donc pour ces clients qui souhaitent être assistés par une offre d'assistance clé en main, on les encourage vivement à passer par ces partenaires qui seront capables de s'engager sur des résultats via un plan projet adapté, capable de prendre la main aussi sur vos environnements et de vous faciliter la tâche et puis gérer vraiment le risque pour vous. On va peut-être terminer par le troisième type d'assistance qui est, on va dire, relativement nouveau, qui peut être fait
une fois de plus par nos propres équipes de Professional Services via une assistance technique tout au long de la migration et je vais y revenir dans quelques slides pour vous dire un petit peu quel type de client ça peut concerner et dans quelle mesure voilà les modalités de cette prestation. On va reprendre, on va dire, la partie guide. On vous a en fait voilà, mis le lien tout simplement vers ce guide. On vous a joint donc ce lien vers le guide complet, on va dire, de migration vers Premier. Donc, comme je vous disais, un gros travail a été effectué pour mettre en place ce guide relativement précis. Vous y retrouverez tous les éléments vous permettant de bien comprendre les différentes étapes avec pas mal de conseils et de vidéos qui sont incluses. Donc voilà, on a une version anglaise qui est disponible et puis la version française qui devrait suivre dans les jours qui viennent. Donc pour les clients ayant déjà des partenaires en place, intégrateurs, hébergeurs, bien évidemment, on encourage nos clients à demander à ces partenaires OVH en place comment ils peuvent vous accompagner. Ils connaissent parfaitement votre environnement et nos solutions. Donc voilà, ça simplifiera grandement la préparation de cette migration. Et enfin, on va dire les clients qui n'ont pas encore de partenaires en place, donc des clients qui sont en direct avec nous mais sans partenaire et qui souhaitent une fois de plus être assistés. Voilà, on prévoit de vous mettre en relation avec notre écosystème, avec quelques partenaires, une liste prédéfinie de quelques partenaires voilà, hautement qualifiés avec voilà, une fois de plus une longue expérience dans ce domaine et capable de vous accompagner avec des engagements de résultats de A à Z. Et je vais arriver donc sur voilà, on va dire le dernier moyen, on va dire, c'est-à-dire pour les clients qui souhaitent absolument pas passer par un de nos partenaires et qui nous demanderaient, on va dire expressément de les aider, on a prévu en fait cette possibilité à travers voilà, deux offres ou deux packs de services relativement simples d'assistance que je vais décrire dans les 1 ou 2 slides qui viennent. Donc on va vous montrer, on va dire, notre objectif, on va dire, de ces packs est de montrer et de vous montrer, on va dire, comment faire sans prendre la main sur votre environnement. Voilà ce qu'un partenaire devrait être en mesure de faire. On va faire intervenir des ingénieurs, architectes, seniors avec une longue expérience, bien évidemment, de nos solutions et de ce type de migration. On a déjà prévu une méthodologie relativement claire, environ 9 étapes, depuis le Discovery Workshop, un genre d'audit finalement de votre plateforme, de vos solutions, jusqu'à, voilà, on va dérouler l'ensemble des étapes avec vous, et puis jusqu'au test de migration, enfin post-migration. Si besoin, on pourrait effectivement faire peut-être de l'automatisation ou des scripts quand ça s'avère nécessaire. On a prévu pour ça, on va dire, 2 types de packs, l'équivalent d'une journée ou de 8 heures qui peuvent être prises, utilisées pendant quelques jours ou quelques semaines si vraiment la migration depuis la préparation jusqu'à la migration elle-même prend plusieurs journées. Donc voilà, ces 8 heures sont à répartir sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc là, il y a vraiment pas mal de flexibilité autour de ça. On a prévu 2 packs, un pack relativement simple de 8 heures, probablement pour des clients qui ont une bonne maîtrise et expertise et qui auront juste besoin d'un tout petit peu de support de notre part. On a prévu un pack un peu plus avancé avec 32 heures de support et là, on sera en mesure de vous donner un peu plus de conseils. Une fois de plus, on ne va pas prendre la main pour vous, on sera plutôt en mode assistance et vous donner les bons conseils et vous réassurer derrière. Voilà. Une fois de plus, l'objectif précis pour nous est voilà, de vous rendre la vie la plus simple possible à travers ces quelques conseils via nos architectes seniors. Et si on en vient donc au slide d'après, donc je pense on a anticipé peut-être quelques questions sur les tarifs et le pricing. Donc sur les 2 offres, on va avoir un pricing relativement basique, hein, donc un pricing simple sur le pack de 8 heures là, ou d'une journée à voilà, 1 300 € et puis celui de 4 jours où il y aura aussi un peu d'accompagnement projet. On a prévu voilà, 5 000 € pour cet accompagnement. Le type d'engagement, comme je vous le disais, c'est vraiment sur une base de temps passé. Donc
qu'on considère que là, nos clients, dans ce cadre-là, ne souhaitant pas passer par des partenaires, eh ben, seront responsables bien évidemment de l'exécution de ces scripts et de la migration. Et on sera là pour les assister ou pour vous assister, bien évidemment, depuis le début jusqu'à la fin et pour notamment voilà, répondre peut-être à des questions que vous auriez assez précises pour vous simplifier la vie. Une facturation voilà, probablement upfront en amont. Et puis, on considère que voilà, dès que vous avez passé commande, on vous laisse voilà, peut-être l'équivalent de 3 mois. On pense qu'au bout de quelques jours, voire quelques semaines, la migration devrait être réalisée. Mais voilà les modalités d'engagement sur cette prestation. Est-ce qu'on a un retour d'expérience sur des clients qui ont déjà migré sur cette nouvelle offre? Oui, tout à fait. On a déjà, on va dire, les premiers clients qui ont migré. Donc là aussi, on a pu les assister tout au long de la migration. Ça a nécessité quelques upgrades, quelques mises à niveau, parce qu'il y avait des prérequis là dont on a parlé tout à l'heure. Et donc voilà, les retours sont plutôt positifs, hein.